Bonjour et bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Je suis Frédéric Florent et je suis enchanté de vous accueillir sur ce podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Avant toute chose, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022, qu'elle soit pleine de bons moments et de santé, bien sûr. Pour démarrer l'année, place à un invité. Cette semaine, c'est Thibaut qui est au micro du podcast Loin de chez soi. Thibaut est passionné de train depuis qu'il est tout jeune. Et après avoir fait ses études en alternance à la SNCF, il est parti travailler aux États-Unis. C'est là qu'il a décidé de consacrer plus de temps au train et qu'il a lancé sa chaîne YouTube, sur les trains bien sûr. Thibaut nous partage son parcours qui l'a amené à voyager dans de nombreux pays et notamment à écrire dernièrement un livre sur les trains de nuit. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec Thibaut. Bonne écoute! Donc on va parler d'un sujet qui est un peu rétro et en même temps novateur, les trains couchettes. Donc on est avec Thibaut Constant sur le podcast. Bonjour Thibaut. Bonjour Fred. Bienvenue à toi sur le podcast. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'en fait, tu puisses te présenter aux auditeurs, nous expliquer un peu qui tu es, nous parler de ton parcours, et puis ensuite, on en viendra à savoir ce qui t'a amené à créer une chaîne YouTube sur les trains, et surtout, parce que c'est le sujet pour moi majeur de cet enregistrement, de nous parler de ton livre. Je te laisse la parole. Ok, donc moi je m'appelle Thibaut Constant, j'ai 25 ans aujourd'hui, depuis quelques mois, mais j'ai 25 ans, je suis fils de cheminot et en fait toute ma vie j'ai un peu travaillé, j'ai voyagé dans les trains pour aller dans divers endroits de la France. Mon père emmenait avec mon frère faire des voyages, enfin, on partait voir nos grands-parents et donc j'ai développé avec mon frère et mon père cette passion pour les trains petit à petit en grandissant. Donc on était tous les trois à fond dedans, mais sans vraiment y travailler. Enfin, mon père y travaillait, puis mon frère a commencé à y travailler, et puis moi, je me suis un peu détaché de ça, tout en aimant le côté ferroviaire. Et quand je faisais mon master, donc il y a 3-4 ans, j'ai décidé de faire en alternance à la SNCF parce que je voulais quand même encore me rapprocher de mes premiers amours. Et donc, je suis rentré à la SNCF en tant qu'alternant pour mon master dans un technicien de maintenance à Paris. Donc là, j'étais vraiment au cœur des trains et j'ai adoré complètement. Et voilà, c'était pendant 2 ans. Et puis, durant cette période, j'ai eu une petite idée. Je regardais beaucoup YouTube à l'époque et je regardais aussi beaucoup des chaînes de trip report en avion. En fait, c'était des gars qui prenaient l'avion et qui faisaient des vidéos sur leur voyage en avion. Et j'ai dit, bah putain, moi je passe tout le temps mon temps dans les trains, je connais pas mal de choses. Pourquoi pas lancer quelque chose? Et donc j'ai créé comme ça sur un coup de tête. Je me souviens, j'étais en cours d'économie à l'école, que j'écoutais pas d'ailleurs. Et j'ai dit bah allez, je me lance. Et le lendemain matin, quand j'allais à Paris, parce que je prenais le train entre Lille et Paris tous les jours, et j'ai dit allez, je fais ma première vidéo. Donc j'ai commencé, j'ai fait en France. Après je suis parti en Suisse et puis le temps s'est écoulé. Ça se passait doucement. Au début, YouTube c'est très 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 doucement. C'est surtout quand on commence à créer une communauté autour de. Enfin, j'ai créé la communauté, donc c'était assez long. Mais j'attendais rien de ça, je le faisais pour le plaisir. Alors dès que je voyageais, j'allais quelque part, j'étais sur un nouveau train et puis c'était cool. Et donc après mon alternance à la SNCF, je voulais partir je voulais partir aux États-Unis, toujours dans le ferroviaire. Donc après je devais partir à Boston sur le métro de Boston. Ça s'est pas fait. Au final, je suis parti travailler pour Alstom aux États-Unis, dans l'état du Missouri, donc le cœur des États-Unis, dans une toute petite ville paysanne. Et ça m'a fait un peu peur au début, mais j'y suis allé, et dit pourquoi pas. Et tout en continuant la chaîne YouTube. Alors, faut savoir que quand j'avais terminé la SNCF, j'avais fait un petit tour d'Europe en train pour décider d'élargir mes horizons et puis filmer du contenu avant de partir aux États-Unis. C'était un peu ça l'objectif, et puis aussi de voir comment se font les trains de nuit, les trains normaux en République tchèque ou en Bulgarie. Donc ça, c'était vraiment mon objectif. Donc je suis parti aux États-Unis et puis il y a eu le Covid. J'étais un peu bloqué là-bas. Mais l'avantage, c'est que là-bas, il y avait quand même le Covid, mais il n'y avait aucune restriction de voyage. Donc j'ai pu voyager beaucoup, fait de long en large des États-Unis en train. Et voilà, donc ma chaîne s'est bien développée il y a à peu près 1 an quand j'étais aux États-Unis, grâce à mes vidéos américaines surtout. D'accord. Et ta chaîne, juste pour préciser, ta chaîne, elle passe des vidéos en français, elle passe des vidéos en anglais, un mix des deux? Non, c'est tout en anglais. D'ailleurs, c'est D'accord. pour ça que j'ai pu réussir à me développer. Je parlais pas bien anglais au début, ça va mieux avec le temps.
Mais c'est du sous-titrage. Alors je parle le minimum. J'essaye de donner aux ceux qui me regardent une expérience d'immersion. Donc il va y avoir les bruits des trains. J'ai évité de mettre des musiques qui vont un peu. Alors il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Mais moi j'essaye de garder le côté plus ferroviaire possible. Et donc c'est en anglais, c'est du sous-titrage et pour faire simple, je présente mon voyage de A à Z. Donc je vais dire la gare est bien, le train est bien. Je vais donner des petites anecdotes sur le ferroviaire. Je vais dire où est-ce qu'il faut regarder, des petits conseils quoi. Donc vraiment c'est mon retour d'expérience sur un voyage. Ok, tu es vraiment dans l'idée de donner ton avis et de faire un peu des conseils et des retours, sachant que les gens qui t'écoutent savent que tu as une certaine expertise dans tout ce qui est voyage en train. Voilà, donc là je commence à être à peu près connu, donc les gens me font confiance dans. Mais il y a des moments, je donne bien mon avis. Hmm. Je le fais parce que mon objectif là-dedans, c'est quand même de rendre le ferroviaire plus accessible à tout le monde et que ça soit agréable pour tout le monde, quoi. D'accord. Ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, tu ne lésines pas. Si c'est positif, tu le dis. Et si à un moment, il y a des choses qui te plaisent pas, t'hésites pas aussi. T'es pas là pour Ouais, faire exactement. du beau et faire du gâteau, entre guillemets, où tout le monde peut en manger. Non, ton objectif, c'est de dire, si ça m'a pas plu le voyage, j'y vais franchement. Exactement, ça me rappelle, pour reprendre un petit exemple sur le mauvais, j'avais fait un train de nuit en Roumanie, entre la Roumanie et c'était Budapest-Bucarest, donc c'était en Hongrie. Et bon, les personnels de bord étaient ne voulaient pas du tout aider les étrangers. Il y avait je vais pas dire racisme, mais ils aimaient pas les étrangers, ils voulaient pas Ouais. les aider. Moi, je me souviens, j'avais posé quelques questions, alors j'essayais d'être calme, je demandais tout doucement et ils me comprenaient, hein, mais ils voulaient pas savoir. Et avec les Roumains, ça allait très bien. Donc, et ça, c'est un truc que je retrouve souvent dans des pays un peu lointains où ils sont pas trop habitués aux touristes. Et c'est un peu gênant, mais par exemple, dans ce cas-là, je vais le dire parce que c'est pas normal. Oui, oui, effectivement, toi en plus tu as l'habitude et tu sais comment ça fonctionne. Quelqu'un qui le prend pour la première fois, il peut être très étonné, donc ton retour est Voilà. important. Souvent, j'essaye toujours de me mettre à la place de quelqu'un qui n'a pas pris le train et qui ne connaît pas. Ça aide beaucoup dans mon expérience. Je me dis, je connais pas les signes, je connais pas. Et il y a des compagnies qui le font très bien, il y en a qui le font pas du tout. Et je me dis, putain, pour un novice, ça serait compliqué. Ok, et donc pour en revenir aux États-Unis, tu te retrouves aux États-Unis, au cœur, comme tu le disais, des États-Unis, et si tu devais nous raconter sur cette partie-là, sur ce continent américain, quelques-uns de tes plus beaux voyages, ce serait lesquels? Alors, j'en ai plusieurs, hein, mais moi j'ai eu un gros coup de cœur pour l'Alaska. J'y suis allé Mhm. 2 fois. En été et en hiver parce que j'avais tellement aimé que je voulais absolument le refaire en hiver. Donc l'Alaska pour moi c'est magnifique, hein. Il y a 2 trains qui traversent toute l'Alaska et on est 12 heures dans la forêt sans aucune connexion internet. C'est juste on est vraiment coupé du monde, c'est génial. Mhm. Sinon il y a un des trains que je conseille absolument, c'est le California Zephyr qui fait Chicago à San Francisco en 53 heures. Waouh. Ouais, c'est long, hein. C'est assez long. Mais on prend le temps, c'est-à-dire qu'on est dans des magnifiques, enfin des énormes wagons, on appelle ça les superliners. Et bon, on a une couchette, enfin on appelle ça une roomette, mais c'est un petit espace personnel où on peut avoir une douche. Après, tous les repas sont inclus. Il y a un superbe lounge avec des vitres panoramiques où on peut aller boire une bière ou rencontrer des gens. En plus, l'avantage, c'est que on rencontre tout le temps des gens dans les trains américains. Les gens, ils sont pas là pour voyager, pour dire on va de un point A à un point B pour les vacances. On prend le train pour prendre le train. Et ça, c'est génial. Donc, on D'accord. rencontre que des gens qui sont là pour prendre le temps et échanger avec des gens et jouer aux cartes. Et moi, je trouve ça génial. C'est des très bons souvenirs que j'ai. Et ce voyage que tu fais de Chicago à San Francisco, c'est un voyage où il y a des arrêts, puis entre deux, tu peux descendre et aller voir les villes et ça repart, ou c'est vraiment un trajet non-stop et tu restes 53 heures dans le train et tu pars de Chicago et tu arrives à San Francisco? Non, c'est du non-stop. Après, D'accord. il y a quelques arrêts. Ça va être Salt Lake City Mhm. ou Reno dans le Nevada où le train va s'arrêter 1 heure. Donc on a le temps de sortir, s'il y en a qui veulent fumer, ils fument, de prendre l'air quoi. Parce que c'est Ouais. vrai que par moment on peut avoir le mal quoi. Mais souvent il y a quand même des arrêts, ils sont obligés sur 54 heures, ils sont obligés de remettre Ouais. du fuel dans les locomotives. Du coup, ils sont obligés de s'arrêter. Ils sont obligés de s'arrêter. Donc il y a toujours au moins 1 ou 2 heures. Chaque jour, il y a au moins 1 ou 2 heures d'arrêt où on peut s'arrêter. Et c'est tranquille.
Ok. Et donc quand tu fais ce voyage Chicago-San Francisco, après tu fais le retour sur une autre ligne. Comment ça s'organise ces voyages? Tout dépend. Alors, les États-Unis, c'était un peu compliqué parce que moi, je travaillais la semaine et le Mhm. week-end, j'essayais de caler mes voyages. Donc, quand c'était comme ça, je revenais en avion parce que l'avion aux États-Unis, c'est quand même un Bien moyen de sûr. transport très très facile. C'est pas cher, c'est rapide. Et puis, moi, j'habitais à Kansas City et Kansas City, c'est très mal desservi par les trains. Il y avait Oui. qu'une seule ligne de train qui y passait. Du coup, souvent, c'était des allées simples que je faisais. Ok, ouais, Et je comprends. à mon grand regret, j'aurais bien voulu rentrer. Et moi, mon objectif, ce que j'aimais bien aux États-Unis et ce que je faisais, c'est que je montrais aux Américains que en Europe, sur d'autres continents, les trains sont quand même pas mal et ils auraient quand même intérêt pour eux, pour la planète, pour beaucoup de choses, de s'intéresser mieux aux trains, quoi. D'accord, donc en fait l'idée aussi de la chaîne et de tes voyages, c'était de montrer que tes voyages aux États-Unis que tu faisais avec le train, ça pouvait se faire de la même manière en Europe d'apprécier en plus le voyage avec différentes haltes. Ouais, ouais, voilà. Oui, oui, ouais. Alors c'est vrai que c'est un mode de voyage que je connaissais pas. Moi, j'étais habitué à l'Europe avec, on part, c'est des trajets de 5 heures, quoi. En Europe, Oui, 3 heures, pas plus. On prend le TGV, ça va vite. Là, j'essaie de montrer, donc aux Européens, qu'est-ce que c'était, mais surtout, moi, ce que j'aimais bien, c'était l'inverse. C'était montrer aux Américains que, bah, en Europe, on peut faire 800 kilomètres en 3 heures avec le TGV, quoi. Et ça, pour eux, ils sont, waouh, vous prenez pas l'avion? Bah, non. Et c'est quelque chose, c'est vraiment un défi que j'ai dans ma vie, c'est qu'il y ait plus de trains aux États-Unis, parce que c'est un pays que j'adore et qui est malheureusement trop tourné vers la voiture et l'aviation. ouais, Et le train, ça pourrait les aider un peu. ouais, Malheureusement, effectivement. culturellement, ils sont pas très ouverts à ça, mais moi, j'ai vu le changement avec, je vois par exemple Biden et les jeunes générations qui commencent vraiment à se tourner vers l'écologie et je pense qu'il y a quelque chose à faire. Ok. Ces voyages en train, pardon, ils étaient en partie financés par des sponsors entre guillemets ou des compagnies qui commençaient à avoir ton influence ou c'était uniquement pour Non, 100% moi. D'accord, ok. Alors non, je vais dire 90% de mes voyages c'est moi qui les finance. Maintenant, je commence à avoir des contacts. Euh, Mhm. mais tous mes voyages aux États-Unis, c'était moi. J'ai eu quelques. Alors là, l'Alaska, par exemple, j'y suis retourné un peu gratuitement parce que j'avais fait une belle vidéo sur Mhm. leur état que ils m'ont demandé de revenir. Et là, j'avais pas payé. Donc en fait, c'est souvent comme ça. Si je fais une première vidéo, ils me connaissent. Et après, je rentre un peu dans leur base de données, mais aussi le train du Grand Canyon, j'avais réussi à être en partenariat. Ouais. Et le reste, alors, faut savoir que souvent les compagnies type SNCF, les compagnies nationales sont pas du tout ouvertes à ça. Mhm. Elles sont encore un peu à l'ancienne. Ils voient pas l'intérêt en fait. Je comprends un peu, mais alors petit à petit, ils commencent à s'ouvrir à ça. Ok. Petit à petit. Et donc pour la petite histoire, donc les États-Unis, parce que tu n'es plus aujourd'hui aux États-Unis, si je me Non, trompe pas. je suis revenu en France. D'accord. Et donc ça s'est terminé comment? C'était un choix de ta part? C'était une envie de revenir en Europe? Ouais, j'aurais pu très bien continuer là-bas, avoir un autre poste. Et j'étais chez Alstom, j'aurais pu évoluer chez eux, mais je voulais pas parce que jongler avec les deux emplois, c'est un peu compliqué entre Simply Highway, enfin la chaîne YouTube et le travail, c'était compliqué parce que la semaine je travaillais, Hmm. plus il fallait que je voyage le week-end, il fallait que je fasse mes montages le soir, c'était beaucoup. Et puis moi, je voulais rentrer en Europe parce que je voulais être proche de ma famille D'accord. et être basé en Europe, quoi. Alors, l'avantage, c'est que je peux repartir quand je veux. Je repars d'ailleurs en fin de semaine aux États-Unis D'accord. et voilà. Et Donc, c'est quoi la destination où tu repars aux États-Unis? alors là, je fais en premier le Canada parce que j'ai pas encore fait. Donc, D'accord. vers Montréal, Québec, Halifax. Mhm. Après, je repars aux États-Unis pour faire un voyage que j'ai pas fait. C'est le Sunset Limited, qui est Nouvelle-Orléans, Los Angeles. Donc, c'est aussi un train de D'accord. 49 heures, il me semble, tu vois. Donc, j'en ai pas fait un. Et puis, il y a un nouveau opérateur en Floride, un nouveau type de train qui se met en place. Donc, j'aimerais bien aller voir ça. Ok. Et voilà, donc je vais me balader un peu et voilà. Et J'avais fait aussi le Maroc il y a un mois en train de nuit. J'ai un d'accord. peu adoré.
J'avais complètement adoré. C'était vraiment différent et c'était cool. Et alors, ma question, elle est, puisque tu parles de deux travails, celui que tu avais avant et la chaîne YouTube, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu arrives à vivre avec ta chaîne YouTube? Ouais, ouais, complètement. D'accord, ok. Et donc, juste pour que les gens comprennent, parce que moi, je sais à peu près comment ça marche, mais je ne suis pas sûr que tous les auditeurs comprennent. Ouais. Qu'est-ce qui te permet de te financer? Est-ce que c'est la pub? Est-ce que c'est des sponsors qui viennent sponsoriser ta chaîne, tes vidéos? Comment ça fonctionne? Alors moi, je fonctionne uniquement grâce à la monétisation. D'accord. Donc c'est les revenus générés par mes vidéos. En gros, pour les auditeurs, si vous allez sur YouTube et vous regardez une vidéo, vous verrez une pub au début. Et c'est cette pub-là qui me rémunère. En gros, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu, mais plus la vidéo est regardée, plus vous aurez d'argent. Ça dépend de, moi, je vois la monétisation aux États-Unis rapporte beaucoup. Ça dépend du pays, ça dépend de beaucoup de choses. Mais principalement, c'est ça. Et après, je me suis lancé sur patreon.com. Mhm. Donc, c'est un site de financement. Alors, pour avoir du contenu en plus, les gens vont payer 2, 5 ou 10 euros par mois pour vous soutenir en Ouais. priorité parce que YouTube, ça fluctue assez. Bon, maintenant, je suis devenu assez gros pour que ça fluctue moins, mais pour apporter un petit complément. Donc voilà. Ouais. C'est mes deux façons, mais là, 80%, c'est la monétisation de YouTube. Ok, et ce qui fait aussi, je me permets de préciser, et je pense que c'est toujours le cas, mais ce qui fait aussi que ta chaîne te permet de vivre, c'est que je suppose que comme tu es sur un sujet un peu de niche qui n'est pas développé par tout le monde, tu n'as pas besoin d'avoir des millions et des millions de vues pour gagner de l'argent. Mm. Exactement. Mais c'est justement grâce à ça que j'ai beaucoup d'abonnés parce que alors maintenant il y en a, j'ai inspiré deux, trois personnes qui sont lancées. Normal. Ouais, c'est normal, mais ouais, on doit être trois ou quatre dans le monde à faire ça maintenant. C'est rien pour le nombre de gens qui sont sur YouTube, c'est rien. Mais j'étais vachement étonné du nombre de personnes qui sont intéressées par les voyages en train. En créant, je vois que j'en ai 130 000. J'ai une vidéo à 2,9 millions de vues. Waouh. Ouais, c'est quand même, je me dis, il y a quand même des gens qui aiment bien le train. Donc, et c'est tout bénéf pour moi, je suis content parce que je montre ma passion aux gens et puis moi vraiment ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand les gens me commentent et me disent Thibaut, je connaissais pas cette ligne ou ce train et grâce à toi, je l'ai pris et j'ai adoré. Ça me fait super plaisir. Ouais, c'est top. Et on parlera par rapport au livre, mais moi j'ai une question qui me vient à l'esprit et peut-être c'est pour ça que je parlais en intro du côté un peu rétro, mais c'est vrai que ça existait il y a très longtemps les trains Ouais, couchettes et l'idée et l'image qui m'en reste, grand public, je pense, est souvent une question de ce qui faisait que les gens ne prenaient plus haute, c'était une question de sécurité. Toi, justement, cette question-là, est-ce que de temps en temps sur certaines lignes, elle t'est venue ou tu sens justement qu'il y a une grosse amélioration qui a été faite de ce côté-là? non, alors alors tout dépend de la compagnie, mais Mhm. en couchette, aux joies, ça s'est pas vraiment amélioré. C'est toujours le même problème. Alors, moi, je trouve qu'il y a quand même, par rapport à ce que mon père me racontait, il y a quand même moins de vols. Les gens sont un peu plus OK. Enfin, vu qu'il y a moins de gens qui prennent le train couchette, il y a moins de Oui, vols, c'est sûr. Non, il n'y a pas vraiment d'amélioration. Par contre, on est sur le bon chemin. Sur la sécurité, il y a de plus en plus, alors, pour certaines compagnies, ils ont investi dans de nouvelles voitures lignes, de nouvelles voitures couchettes, où il y a des espaces où on peut ranger ses affaires en sécurité. mhm. Et souvent, ce que je conseille le plus aux gens quand ils voyagent de nuit, c'est de prendre une voiture lit qui n'existe plus en France. Mais voiture lit, on a un compartiment privé, quoi. Donc, comme une D'accord. chambre d'hôtel avec une clé. Et là, bon, on est sûr il y a aucun problème de sécurité. Et malheureusement, en France, on est encore vachement en retard là-dessus. On n'a plus de voiture lit, on a que des voitures couchettes où on est soit 6, soit 4 personnes. Waouh. Ouais. Qui, dans mon opinion, je trouve que c'est n'importe quoi parce que voyager avec 6 personnes, c'est même moi qui suis un peu ouvert à rencontrer des gens, je trouve que si c'est vraiment beaucoup trop. Oui. Et je comprends qu'il y a des gens qui veulent pas. Il y a pas mal de voyages qui sont faits en voiture lit. Parce que moi maintenant, j'essaye la plupart du temps de voyager en voiture lit parce que j'ai quand même du matériel pour filmer. Oui. C'est mon travail et donc il y a des gens qui ont pas envie d'être filmés pendant qu'ils dorment. Je comprends, donc j'évite les voitures couchettes. Alors je le fais toujours hein, parce il y a des trains, j'ai pas le choix. Oui. Oui, tu t'adaptes dans ces cas-là pour filmer, tu filmes autrement, tu filmes. Ouais, il y a toujours des moyens de substitution. On y arrive toujours.
Ok. Et justement, alors, ce qui est au cœur de notre rencontre, entre guillemets, puisqu'il y a eu sur les réseaux sociaux des personnes qui te connaissaient, qui ont partagé et que moi je connaissais aussi, donc ça c'est aussi hein, la magie des réseaux sociaux. Moi je suis tombé sur ce livre et avec le podcast Loin de chez soi, je me suis dit, mais ça correspond à 200%. Donc, explique-moi ce qui t'a amené à avoir cette idée d'écrire le livre. Est-ce que tu as été contacté? Est-ce que toi, tu avais cette idée? Enfin, comment ça s'est passé? Alors non, l'idée, je ne l'avais pas. Franchement, un livre pour moi, c'était, je me disais, je ferai un livre quand j'aurai 50 ans ou 60 ans. Et c'est la directrice éditorialiste de Voyage Gallimard qui m'a contacté, Hélène Firquet, qui était une grande fan de ma chaîne en fait YouTube D'accord, cool. et qui me suivait depuis longtemps sur les réseaux sociaux et sur YouTube et qui aimait bien ce que je faisais, qui avait vu que j'avais fait un tour d'Europe en train de nuit et qui était intéressée par ça. Et du coup, j'étais aux États-Unis, c'était au mois de mars 2021, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Et elle m'a dit, Thibaut, j'aurais d'écrire un livre sur 30 trajets inoubliables en Europe en train de nuit. Je fais, ah, bon, bah, allez, c'est parti. Hein. Et j'ai dit oui tout de suite. J'étais emballé par l'idée et puis je crois que le lendemain, j'ai commencé l'écriture. Alors j'avais mis des gros sauts là parce que moi j'ai dit je suis pas un auteur, j'ai Ouais. jamais écrit, j'ai jamais été très très bon en français. Mais ça s'est bien passé parce que bah, je connaissais mon sujet et je parlais comme si que je parlais dans mes vidéos. J'ai une écriture assez simple D'accord. et ça s'est très bien passé. Les personnes de chez Gallimard ont corrigé, remettaient un peu à leur sauce. Mais voilà, Et, c'est comme ça que le livre est né. et ce que tu veux dire, c'est que toi, tu as écrit par rapport à des voyages passés que tu avais fait, où ils t'ont aussi, entre guillemets, financé certains voyages, où tu as financé avec la chaîne certains voyages pour faire ce livre. Alors, il y en avait une dizaine il y avait une dizaine de trajets en train de nuit qui avaient été réalisés pendant mon tour d'Europe en août 2019, donc avant que je parte aux États-Unis. Donc ça a été fait grâce à mes souvenirs. Et après, alors, il y en avait une petite dizaine qui ont été réalisés par des auteurs indépendants. D'accord. Moi, j'avais dit, je veux bien tout faire, mais le délai était très court en fait. Je devais rentrer début juillet 2021 Mhm. et le livre devait être fini d'écrire pour fin juillet 2021. Et moi, Waouh. j'étais aux États-Unis Ouais. et j'ai dit, il faut au moins me donner quelques mois en plus pour que je finisse, parce qu'il fallait faire les voyages aussi. Ouais, C'était ouais, ça, bien c'était sûr. question. Alors, on a trouvé un compromis. En fait, il me restait 10 voyages à faire, pas 20. Et donc, quand je suis rentré, la première semaine, je suis rentré des États-Unis, je suis reparti une semaine. Alors, c'était un peu hard parce que j'avais pas encore vu ma famille depuis un an et demi. Enfin, je les ai Waouh. vus, je dis, bon, allez, je repars. Et j'ai refait un tour d'Europe complètement express, donc vraiment toutes les nuits dans un train de nuit. Et puis j'ai réussi, j'ai terminé en 15 jours, j'ai réussi à terminer les 10 derniers chapitres. Waouh. Et voilà, ouais, c'était ultra compressé. Hein. J'aurais aimé avoir plus de temps, mais avec le recul, c'est pas grave. Et je suis bien content. Au moins, on a réussi à le sortir dans les délais, parce que c'est un sujet qui revient de plus en plus en ce moment, les trains de nuit. Oui, oui. Donc, il fallait, enfin, on a dit, faut qu'on soit les premiers à le sortir. Et alors, est-ce que tu peux me parler d'un des voyages les plus marquants justement à l'intérieur du livre, un de ceux qui te, voilà, quand on en parle, ça te procure de l'émotion? Alors, bien sûr, ça va être le chapitre 8, ça va être Mhm. Rome-Syracuse. Donc, Syracuse, c'est en Sicile, donc c'est dans la petite île après la Botte. Mhm. Et donc, c'est un train de nuit qui part de Rome, bien sûr, à 21 heures et qui arrive bon, à Syracuse vers 11 heures. Et en fait, c'est le dernier train ferry en Europe. Donc, c'est un train qui est mis sur un ferry pour la traversée du détroit de Messine. Super. Et en fait, on se réveille vers 7 heures. On est réveillé par les clac-clac quand on rentre dans le bateau et on rentre, on sort du wagon et on est sur un bateau. Et en fait, on monte, on va prendre son café au bastingage et on voit on a un lever de soleil sur le détroit de Messine et c'est juste génial. C'est Waouh. super. Alors, bien sûr, moi, j'ai eu d'autres sujets que je pourrais, enfin, d'autres trajets qui m'ont absolument émerveillé, mais celui-là, je trouve il est juste génial et je souhaite à tout le monde de le faire parce que c'est une expérience complètement unique. Ok. Et alors, vas-y, justement, ce serait, si tu devais te mettre un numéro 2 ou un numéro 3, tu nous parlerais desquels? Comme ça, sur 30, c'est Euh, pas mal d'en citer ouais, 2-3. moi, j'adore le Night Riviera, donc c'est en Angleterre. En Angleterre, il faut savoir qu'il y a que deux trains de nuit qui existent encore. D'accord. Lui, il fait Londres, Penzance, donc c'est tout au bout de la Cornouaille, donc c'est un peu notre Bretagne, enfin leur Ouais. Bretagne, tout au bout.
Donc c'est un vieux train de nuit pour le coup. On rentre dans la gare de Paddington qui est juste magnifique à 21h et on arrive dans des vieilles voitures d'apparence très vieille. On dit waouh, ça va être pas ouf. Et au final, on rentre dans des compartiments qui ont juste été rénovés. Et on est dans une ambiance anglaise qui est juste, on se croit dans un hôtel, mais à l'anglaise, avec la carpette, un petit lavabo. Enfin, c'est une ambiance que j'ai jamais retrouvée nulle part. Souvent, dans les trains de nuit, c'est un peu fade, ça fait un peu hôpital. Même dans les trains de nuit neufs, hein, on sent qu'il y a pas trop d'âme. Et là, il y avait une âme complètement géniale. Et je me réveille le lendemain matin, on m'apporte le petit déjoli avec dans une vraie théière. Je lève le rideau, il y a un peu de pluie. C'est un peu lugubre. On se réveille dans la Cornouaille avec les petites fermettes en pierre. Enfin, et après on arrive devant la mer et voilà. Mais je sais pas, j'ai toujours eu un gros coup de cœur pour ce train-là. Ah, tu viens de me faire voyager, donc je Voilà. suppose que ceux qui écouteront voyageront aussi. Merci beaucoup. Et le troisième, allez, si tu en avais un troisième à choisir. Alors le troisième, ce serait le Norrtåget. Donc, Mhm. c'est du suédois, donc c'est le Hambourg-Stockholm. Donc pareil, là, c'est des vieilles voitures des années 60 allemandes. Bon, au niveau confort, c'est pas le top, mais alors si, c'est la seule compagnie qui propose la vraie literie en fait à bord de ces trains, c'est-à-dire qu'on va avoir un drap, une couette, un oreiller qu'on doit faire soi-même comme à la maison. Mhm. Souvent, c'est des petites couvertures, enfin limite des sacs de couchage dans les trains de nuit, et souvent on dort jamais bien. Et là, bon, il y a ça, c'est un gros plus, mais je reviendrai après. Et donc ce train-là, alors qu'il fait Allemagne-Suède, avant le Covid, il passait par un ferry. Donc c'est le deuxième dernier train d'Europe à passer par Mhm. un ferry. Et maintenant, ils l'ont dévié via Copenhague, via les îles du Danemark. Et voilà. Et en fait, on se réveille bon, c'est vers 5 heures du matin ou 7 heures selon les horaires. Il y a plusieurs horaires qui varient. Mais on se réveille au-dessus du Grand Belt, le pont du Grand Belt. Et en fait, Mhm. c'est un pont de 11 kilomètres où on est au-dessus de la mer à une dizaine de mètres de la mer. Et on voit lever le soleil comme ça. Après, on passe sur les îles danoises. Donc, on va d'île en île sur les îles danoises, dans les petites, enfin vraiment dans la campagne danoise. Et puis après, on arrive à Copenhague et on passe sur le grand pont de l'Øresund. Mhm. Donc, c'est un pont, très grand pont, un pont tunnel, enfin, qui passe en tunnel et après en pont. Et on arrive à Malmö, en Suède, comme ça. Et en fait, on passe à travers enfin, on passe au-dessus de la mer et c'est juste génial. Et après, on a 4-5 heures pour rejoindre Stockholm dans les forêts suédoises. Et c'est juste super. En plus, ce que je disais sur la literie, bon, c'est, moi, mes meilleures nuits, je crois que c'était à bord de ce train-là parce que on est vraiment on est comme à la maison et plusieurs fois, à chaque fois, j'ouvrais juste le volet et je me mettais dans mon lit et je voyais, la mer défiler. Je trouvais ça génial. Ah, top. Top, tu es vraiment pareil, tu m'as fait voyager aussi. Super, bah dans le livre, on voit des photos où les vues qu'on a au matin, quoi. D'accord. Et justement, si tu devais donner, on va approcher tout doucement Noël, l'envie aux gens d'acheter ce livre, imaginons je suis pas un grand voyageur, les trains couchettes, je connais pas trop. Qu'est-ce qui, quels sont les arguments que tu auras envie de nous donner, enfin de me donner et de donner aux auditrices et aux auditeurs pour acheter ce livre? Bah, ce livre-là, je l'ai un peu conçu en mode guide pour les Mhm. débutants et aussi pour ceux qui ont déjà voyagé et qui veulent voyager plus. Donc j'essaye d'avoir une approche un peu pour chaque chapitre. Je raconte mon expérience, mais aussi je donne des conseils à ceux qui n'ont pas, qui appréhendent un peu le voyage en train de nuit. C'est vrai que ça fait un peu peur par moment. Je comprends, hein. Ouais, en train de nuit, on me dit, oh, on sait qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Et j'ai vraiment tourné le livre en mode, ok, donc c'est un peu un guide. Et, je pense que même pour une personne qui n'a jamais pris le train de nuit, ou même qui n'a jamais pris le train, je pense qu'il peut avoir envie, c'est sûr, il aura envie de voyager et il aura toutes les armes pour bien voyager, quoi. J'explique les horaires, comment acheter son billet, où se réveiller, quelques petites astuces, quoi. Ok. Et si j'ai, pour avoir vu sur Internet et regardé un petit peu, effectivement, on voit qu'il est assez visuel et avec de la couleur, des images, etc., pour donner envie, en plus de ce qui est écrit, donner envie de regarder et de se projeter sur les voyages. Ouais. Il y a vraiment énormément d'illustrations, des petites anecdotes, des petits dessins qui expliquent des petits détails techniques du train. Donc, faut pas s'attendre à un méga livre
un peu ennuyant où il y a que du texte. Franchement, ça peut être. Il y a des très très belles images de train, mais aussi de paysages pour vous donner. Et puis on parle pas aussi que de train, on parle aussi des qu'est-ce qu'il y a à faire sur. On peut s'arrêter plus tôt. Qu'est-ce qu'on peut faire après. Donc c'est un peu en mode guide de voyage aussi. Ok. Et puis en plus, l'avantage, c'est que comme il y a 30 trajets inoubliables, on peut se dire, tiens, c'est un objectif et je me fais 5-6 trajets dans les 10 années à venir. Et puis voilà, je me fixe des objectifs. Donc c'est plutôt intéressant aussi. Ouais, exactement. Et puis il y a vraiment tous les pays d'Europe réunis. On a vraiment, il y a que, non, on a vraiment tout fait. Il y a Ok. la Grèce qu'on n'a pas vraiment touché, mais on a un peu effleuré. Mais il y a vraiment beaucoup de pays. Alors, faut savoir, c'est expliqué dans le livre, mais il y a des relations qui ont malheureusement pas survécu au Covid, Mhm. malheureusement. Ouais. Et on en parle quand même parce que moi, je pense qu'avec le renouveau du train de nuit, ça va revenir, c'est sûr. D'accord. Ok. Ouais, ce que tu veux dire, c'est qu'économiquement, il y a des compagnies qui ont décidé de plus faire certains trajets en train de nuit, c'est ça? Ouais, parce que dans les années entre 2005 et 2015, même jusque 2020, le train de nuit, c'était terrible. Plus personne ne voulait en parler. Mhm. SNCF a complètement arrêté. Enfin, la Renfe espagnole voulait complètement arrêter. Enfin, il y a plus personne qui voulait en faire. Ça coûtait cher. Ça intéressait pas les clients. Donc, en fait, là, on était tombé au fond du trou là, vers 2018-2019. Et enfin, ça remonte. Enfin, ça Ouais. remonte. Ouais, Enfin, il y a il y a une approche écologique aussi en plus, hein, du train, donc c'est peut-être aussi vers ce schéma-là que l'angle peut se tourner pour relancer. Ouais, parce qu'avant, il y avait pas vraiment ça. On disait juste le train, bon, c'est plus cher, mais on pensait pas, il y avait vraiment pas un aspect écologique. Mhm. Et là, c'est une arme complètement, franchement, c'est la meilleure arme possible et imaginable. Ouais, pour continuer à voyager tout en faisant attention à la Ouais, planète, parce que effectivement. moi aussi, j'étais comme ça. À une époque, je voyageais beaucoup en avion, j'allais voir des copains sur un week-end et tout. Et puis maintenant, je me dis, ça m'embête un peu et je préfère prendre le train, quoi. Même si c'est Ouais. plus long, mais au moins, on passe un bon moment. Alors toi qui a beaucoup voyagé, et c'est un des objectifs aussi du podcast Loin de chez soi, c'est aussi de partager sur les apprentissages et les découvertes. Quels sont les apprentissages que tu as eus et les découvertes que tu as pu faire qui t'ont marqué les éléments les plus importants à tes yeux, à toi, de Sur, euh, tous sur ces voyages? De tous ces voyages. Sur le Ouais. plan personnel ou sur le Oui, plan... ouais, sur le plan personnel. Puis après, ça peut être aussi en lien avec ce que tu es en train de faire aujourd'hui, hein, bien sûr. De une, ça m'a donné une grosse ouverture d'esprit sur la culture que j'avais un Mhm. peu moins avant. Avant, je connaissais un peu que la culture anglo-saxonne, je connaissais pas la culture d'Europe de l'Est et bon, quand je voyageais en mode français quoi. J'ai gardé mes habitudes, tout ça et d'avoir beaucoup voyagé en train. Alors en train, on retrouve quand même beaucoup de personnes simples, enfin des personnes très locales. Mhm. Euh, Moi, j'ai rencontré enfin, au Maroc, enfin, même en Roumanie, j'avais rencontré des vieilles dames, une vieille dame roumaine dans mon compartiment. Et bah, toutes ces expériences-là me font beaucoup prendre de recul par rapport à la culture et je me rends compte qu'on a vraiment des cultures différentes et faut respecter ça, quoi. Faut pas prendre ça avec effroi, faut se dire, ils ont juste une autre culture différente que nous, ouais. Et voilà. Qu'est-ce que ça m'a apporté d'autre? Beaucoup. Maintenant, je gère quand même les voyages. Je sais qu'il faut pas prendre des correspondances avec 1 heure. C'est Faut très prendre. bon conseil, très très bon conseil. Faut Ouais. garder ce conseil-là, effectivement. Franchement, si je peux donner un bon conseil sur les trains en général, c'est prendre des grosses marges parce que on Mhm. sait jamais ce qui peut se passer. Même en général sur l'avion, c'est pareil. Si on a qu'1 heure de battement, c'est mort. Faut prendre au moins, faut prendre des grosses marges parce que sinon on peut vite avoir des problèmes. Si on loupe un train, tout s'enchaîne quoi et c'est la merde. Ouais, puis là où tu as raison, c'est que ça crée en plus du stress. Donc si tu es dans un Ah voyage, ouais. voilà, l'objectif c'est de profiter. Et là, tu profites plus. Il y a le stress qui vient prendre la place et puis c'est Exactement, je trouve que c'est terminé. plus important de se dire bon, je sacrifie 3 heures mais au moins les 3 heures, ça m'évite d'avoir du stress et je veux dire que voyager quand il y a du stress, c'est juste c'est nul, c'est Oui, pas on passe complètement à côté. ok.
Ok. Et en termes de découverte et d'apprentissage que tu as eu avec ta chaîne, parce que je suppose que, bien sûr, ta chaîne, elle t'a fait voyager, et on vient d'en parler, mais elle t'a peut-être apporté des choses et des rencontres avec des personnes totalement inattendues, peut-être d'autres à l'autre bout du monde, et tu as peut-être d'ailleurs, justement, et on pourra en parler, des projets encore plus lointains sur le continent asiatique, puisque tu as fait continent africain, peut-être qu'il y a d'autres projets qui se Ah ouais. projettent. Donc vraiment, moi, ce que je dirais, ce qui m'a le plus apporté la chaîne, enfin, ce qui m'a vraiment apporté la chaîne YouTube, c'est déjà d'être bilingue en anglais. Mhm. Avant de partir aux États-Unis, j'étais déjà quasiment bilingue, juste avec grâce à mes vidéos, à me forcer chaque semaine à parler en anglais, parce que faut savoir, j'étais jamais très bon en anglais. Hein. Quand j'ai commencé la chaîne, si vous regardez si les auditeurs peuvent s'amuser à regarder mes premières vidéos en anglais, c'est terrible, c'est terrible. C'est un franglais, un gros franglais. Et puis petit à petit, je me suis amélioré. Et, euh, et voilà, donc ça m'a beaucoup apporté. Après, beaucoup de rencontres aux États-Unis. Maintenant, je commence à être un peu connu. Dès que je prends le train, on me reconnaît souvent. Et c'est marrant. Et puis, je commence à rencontrer des gens, des compagnies ferroviaires maintenant. Là, j'ai travaillé avec Thalys la semaine dernière pour l'inauguration de leur nouveau train. Et voilà, je commence à rencontrer un peu des gens importants du secteur en tant que influenceur ferroviaire. Donc, Excellent, c'est excellent. plutôt pas mal. Et aussi, alors, ça avec un peu de recul, mais la chaîne YouTube m'a apporté une expérience d'entrepreneuriat en fait. Je me Mhm. rends compte que c'est comme une entreprise en fait. C'est exactement une entreprise, une chaîne YouTube. On trouve des nouvelles idées, comment améliorer son process, enfin voilà, c'est une mini entreprise en gros. Et en fait, sans le savoir, je me suis lancé je suis devenu auto-entrepreneur comme Effectivement. ça, quoi, du jour au lendemain. Et tu travailles d'ailleurs tout seul sur la chaîne YouTube ou tu commences à avoir des partenaires? Alors ouais, j'ai toujours travaillé tout seul. Il y a mon frère quand j'étais aux États-Unis qui partage la même passion que moi, qui m'a aidé à faire quelques vidéos parce que Ouais. j'étais bloqué. Moi, j'avais prévu de revenir et j'avais plus de stock de vidéos européennes. Il m'a aidé un peu. Et après, alors pour l'anglais, je me suis toujours entouré de gens. Alors j'ai eu plusieurs partenaires aux États-Unis j'avais trouvé un français anglais qui me corrigeait juste mes vidéos en fait, Ouais, qui fait du proofreading. Donc c'est il relisait quoi. Donc il me ouais. disait il y a une faute là, tu peux le changer. Et puis maintenant je suis passé, j'ai ma copine qui est américaine et qui travaille pour moi maintenant. Enfin qui relit mes vidéos et qui me dit il faut que tu changes ça, qui m'aide un peu pour les réseaux sociaux et pour le graphique aussi. Mais Ok. la plupart du travail c'est quand même moi, c'est moi qui voyage, c'est moi qui fais mes montages moi-même et voilà. Ouais. Tu es un entrepreneur et puis tu t'entoures des bonnes personnes au bon moment et c'est ça le plus important, on va dire. Voilà, voilà, Ok. voilà. Eh ben écoute, merci pour ce partage. C'était hyper riche donc je mettrai sur les notes du podcast et je te laisserai me transférer tous ces éléments-là Avec pour que plaisir. les gens puissent savoir où acheter le livre. Et donc je rappelle le titre, c'est Train de nuit, 30 trajets inoubliables en Europe, qui est sorti le 14 octobre. Donc ils peuvent le retrouver sur Amazon, sur Cultura et autres librairies là où ils ont envie. Et ta chaîne YouTube, c'est Simply Highway. Et je mettrai le lien aussi. Et puis s'il y a 2-3 vidéos que tu as envie de mettre un peu en avant, on les mettra dans les notes du podcast. Ouais, bien sûr, bien Top. sûr. Et donc, les projets, tu nous en as parlé, hein, mais c'est là le voyage aux États-Unis dans quelques jours, c'est ça? Ouais, voilà, je vais aux États-Unis dans quelques jours. Après, je rentre pour la période hiver, enfin pour l'hiver, enfin pour les fêtes de Noël. Bien sûr. Et après, moi moi l'Asie, ça m'a toujours fasciné. Et là, avec le Covid, l'Asie est encore bien fermée par rapport au Covid. Oui. Oui. Moi, j'avais en objectif le Japon en priorité, Japon ou Inde, mais les deux pays sont, enfin l'Inde, je pense que ce sera l'Inde vers le mois de mars ou le Japon, je sais pas encore. Ok. Ok. Donc il y a des Et, projets, puis on oui, pourra, bien sûr. on pourra en reparler d'ici là, effectivement. J'espère, moi, mon objectif, c'est un peu de refaire, enfin, de faire tous les trains du monde, plus ou moins. Ok. Ok. Sur le très long terme, sur le très long terme. Ah non, je comprends, c'est normal, c'est normal. Vu le fait que tu as été un peu un des précurseurs sur ce sujet-là, ça serait on ne peut plus normal que ce soit toi qui fasses ce genre de découverte et que tu puisses avoir une vision mondiale et globale. Ouais.
Ouais, parce que c'est vrai qu'avec j'en ai pas parlé de ça, mais moi avant, j'avais ma vision que SNCF des choses, de dire ah c'est pas bien, c'est bien, SNCF fait mal les choses, blablabla. Mais en voyageant comme ça et en ayant des éléments de comparaison, je me rends compte qu'on n'est pas si mal que ça en France. Bon, on n'a juste pas beaucoup de trains de nuit, ça, c'est dommage. Mhm. Et il y a pas beaucoup de trains, ça c'est un truc que je trouve dommage en France. Il y a pas beaucoup de fréquences de train. Mais à part ça, sinon, on est quand même assez bien lotis. Et c'est l'avantage de mon travail, c'est que maintenant, j'ai un gros recul sur chaque compagnie ferroviaire que je fais, quoi. Ouais, je me doute que maintenant ça doit Avant, je être. me dis, ouais, c'est nul, je Ouais. réfléchissais pas, mais maintenant, je me dis, attends, il y a beaucoup de choses à prendre Mm. en compte, et voilà. Ok, eh ben, écoute, vraiment merci et Bien. sache que le micro du podcast Loin de chez soi t'est ouvert, donc le jour où tu auras fait quelques voyages et que tu as envie d'en parler, t'hésites pas à me solliciter et les gens je pense sont très contents d'avoir cette approche un peu nouvelle du voyage, donc tu es le bienvenu. Bah, merci pour l'invitation, Fred. Va de rien, merci à toi et très bon voyage aux États-Unis alors. Merci bien. Voilà, c'est terminé pour cet épisode consacré à Thibaut Constant. Pour en savoir plus sur ses activités, rendez-vous sur les notes du podcast. Prochain rendez-vous, mercredi matin, avec un épisode consacré à Jimmy, puis la semaine suivante, ce sera au tour de Teddy.